Et on perd l'adrénaline en fait finalement au cinéma aujourd'hui. Il n'y a plus cette adrénaline en fait qui vous étiez chère. Non, mais ceci dit, maintenant, on en arrive quand même, moi, à ce que j'essaie de faire. Et ben, c'est vrai, faire du théâtre par rapport au cinéma, sans oublier que le cinéma, c'est l'art de l'illusion. Et à partir de ce moment-là, on utilise tout ce qui peut se présenter pour créer une illusion. Mais illusion, il faut faire comme si c'était du réel, comme si c'était vrai. Il faut rendre ça, cette pêche-là, et on se dit, mais comment ils ont fait ça ? Toujours. Et alors, on arrive à faire, entre sport, cinéma, provoquer une magie. Et c'est mon job maintenant, c'est de provoquer cette magie. Et du coup, on y vient. Alors, votre actualité aujourd'hui. Oui. Votre actualité aujourd'hui, du coup, c'est la mise en scène d'un spectacle. Alors, oui, c'est de la mise en scène, bien sûr. Et c'est, si vous voulez, procurer une espèce de surface d'air où on peut produire du spectacle. Et produire du spectacle, bon, mais alors, du spectacle à haut niveau, de manière à ce que ce spectacle soit considéré aussi comme une espèce d'école. Et donc une espèce de culture. Alors, et on y arrive progressivement maintenant, et c'est pour ça que dans ce que j'ai pu amener moi dans ce domaine-là, aussi bien les jugements de comment ça s'appelle alors non seulement culturel, mais aussi pour la justice, pour quand il y a par exemple une affaire où il faut une reconstitution. Alors ça peut être un crime maquillé en accident, ça peut être reconstitution parce que l'accident est inexplicable, donc rendre inexplicable. Et tout ça, j'entre dans certains, disons dans un certain sport, si on peut dire, où j'ai des témoignages que je vous ferai parvenir, on ne va pas oublier de me le demander ça, témoignages de juges pour lesquels on a fait reconstitution d'accident. C'était une affaire célèbre du criminel des trains de nuit et tous les experts judiciaires de la Cour d'appel de Paris s'étaient désistés et tous ceux de la Cour de cassation se sont désistés. Les juges se sont adressés à moi, aux grandes dames du ministère de la Justice et ceux de la comment on appelle ça, enfin bref, ces gens qui étaient responsables de tout ça ont dit aux juges, mais écoutez, c'est pas sérieux ça. Qu'est-ce que vous êtes là, messieurs les juges? Est-ce que vous êtes là pour faire du cinéma ou pour faire ou pour rendre la justice? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont persisté quand même jusqu'au moment où on a pu trouver des solutions dont ils avaient besoin, eux. Et alors, quand on règle une affaire comme ça, où les experts judiciaires se sont désistés, ça veut dire que ça a permis d'affaires antérieures qui avaient été fermées, bouclées, et ça a permis de rouvrir ces affaires-là. Les dossiers, de trouver la solution. Et Rémi, s'il y avait une anecdote que vous avez encore en tête et que vous racontez un peu tout le temps, une anecdote sur une cascade, c'est laquelle? Il y en a des multiples anecdotes. Hein. Bon, disons la plus triviale, si on peut dire. Hein. Alors, dans les méthodes, dans les films cultes, comme la série des Gendarmes de Saint-Tropez, qui sont quand même connus, ou La Grande Vadrouille, des choses comme ça. Et il y avait dans les Gendarmes de Saint-Tropez, j'avais le rôle à l'époque, je conduisais, j'écrivais les scénarios de cascades et des choses comme ça. J'étais partout à la fois. Et alors, j'étais habillé en bonne sœur sur un 7-car. Et donc je roulais avec le mannequin de De Funès dans le panier. Et puis on fait une scène dans les environs de Saint-Tropez où la circulation, on coupait la circulation, on faisait notre scène et après il rouvrait la circulation et nous on revenait sur le point de départ. Et alors en revenant sur le point de départ, me prend une envie d'un petit pipi. Hop, il y avait un arbre à 10 mètres dans le champ, je relève mes robes et j'évacue. Et il y a un bruit de camion infernal avec un coup de frein, mais alors monumental, qui était dans une descente. Et
Alors je regarde et le chauffeur était penché comme ça, d'ici, en train de regarder, tenir son volant. Et moi je voyais un camion qui faisait des 8 comme ça, avec un gars qui était curieux, en train de voir une bonne sœur dans une position qu'il n'avait jamais connue auparavant, quoi. Alors c'était l'un des trucs rigolos. Mais les trucs moins rigolos aussi, c'était quand même quand on avait pour un film qui s'appelait La Menace, avec Alain Corneau, Yves Montand, entre autres, et donc il s'agissait de jeter un camion parce que Yves Montand devait disparaître. Alors il conduisait un camion, un semi-remorque, un énorme Kenworth avec une citerne, et il précipitait cette citerne dans un ravin. Et alors avant que le camion ne passe sur le truc où il quittait le sol, il fallait que je me jette en dehors, comme je doublais mon temps, et on avait mis un poste de conduite double sur le marchepied du camion, que je passais à l'intérieur du camion, première, deuxième, troisième, quatrième vitesse, et après je passais sur le marchepied en conduisant le camion pour le mettre dans un guide de 50 mètres de long, constitué avec des énormes troncs d'arbres. C'était en Colombie-Britannique. Et alors, quand j'étais sûr que le camion allait là, et ça allait quand même à 90 km/h. Et il y avait un pick-up qui était piloté par mon fils, à côté, avec une armature et un filet de pêcheur. Donc, ça me permettait de sauter. Et il y avait 200 litres d'essence à l'intérieur de la cabine du camion. Il y avait un fil tendu parce qu'on avait une espèce de rampe tremplin. Et alors, quand le camion touchait le fil, ça faisait exploser la cabine. Donc on comprenait que Montand disparaissait dans ce truc parce que le camion sautait et dévalait quand même un à-pic de 400 mètres. C'était énorme. Et on avait le temps dans la voiture de prendre le virage, parce que ça se passait dans un virage, le camion allait tout droit pour sauter dans le ravin. Alors quand on était dans donc, la voiture, on freinait. Et oui, mon fils freinait et on courait vite au bord du truc pour voir, et le camion n'était encore pas arrivé en bas. Et c'était l'un des souvenirs quand même marquants, difficiles, parce que même les Américains ne croient pas à la réalité de ce shot-là, et ils s'imaginent qu'on avait pris une maquette ou quelque chose comme ça pour faire ça, alors qu'on était clean de ce côté-là. Alors c'est vraiment l'une des cascades majeures qu'on a pu faire. Merci pour votre générosité, Rémi Julienne. J'ai l'impression que la vie est passée à toute vitesse, en fait, et que les 50 ans de carrière, en fait, c'était uniquement de la passion, et vous n'avez pas vu le temps passer, et vous avez fait ça avec le cœur, et ça a commencé avec les moteurs pétaradants, et 50 ans sont passés comme ça. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. C'était quand tout de suite après, il y avait la guerre, l'occupation, entre les années 40 et les années 50. Et alors mon père avait caché sa moto, qui est une petite 100 cm3 dans le grenier, pour ne pas que les Allemands piquent la moto. Et aussitôt que ça a été... Alors moi, j'étais môme à cette époque-là, j'avais 12 ans, 13 ans. Et alors je montais dans le grenier, je décachetais la moto et je montais sur la moto qui était sur un repose-pied. Et alors, je faisais toutes les vitesses, première, deuxième, débrayage, etc. Et ce qui fait que quand, Libération, la moto a pu ressortir de sa cachette. Et dans sa cachette, mon père me disait « tu fais ci, tu fais ça, tout ça ». Mais j'avais répété ça 1000 fois, parce que tous les jours, je disparaissais pendant des heures en train de faire sur la moto. Je faisais la répétition. Et alors il me met en route, alors attention à ci, attention à ça. Je ne l'écoutais pas, je connaissais tout ça par cœur. Je pars et au premier virage, bing, par terre. Et alors... Ça vous a pas empêché de remonter? Non, mais je vois mon père qui fond, et là je me dis, si jamais j'ai pas retrouvé le point mort, mis en route un coup de kick pour mettre le moteur en route, rengager la première partie, la moto je la revois plus jamais. Donc j'ai autant vous dire qu'en vitesse grand V, j'ai retrouvé l'usage de tout. Je me suis barré avec la moto au moment où il arrivait pour m'accrocher, et il m'a jamais revu. Voilà. Très bien. Je pense qu'on pourrait appeler cette interview à toute vitesse, en fait. Ça pourrait être le titre d'un de vos livres aussi, à toute vitesse. Merci Rémi Julienne, merci beaucoup.